Vous êtes prêt, Michel? On y va. On y va. On commence par ce label de l'information évoqué par Emmanuel Macron il y a quelques semaines à Arras lors d'un débat avec les lecteurs de la presse régionale. Un projet de label pour distinguer les sites et les réseaux qui font de l'information selon les règles déontologiques des autres, de ceux qui ne respecteraient pas ces règles. C'est un projet que le président porte de longue date. Il en parlait déjà en 2018. D'abord, avant d'entendre Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de labelliser l'information et les médias, Michel Onfray? Moi, vous me permettrez une expérience personnelle, de raconter une expérience personnelle, mais depuis 2017, M. Macron me poursuit de sa vindicte parce qu'il estime que j'étais dominant dans l'écriture du récit national français. Et donc, le JDD avait à l'époque publié cette information. C'était M. Faure, qui était sa plume à l'époque, qui avait rapporté la chose. Le Parisien avait embrayé sur ce sujet-là. C'était de me donner beaucoup de pouvoir. Pas la chance d'être avec vous sur CNews à cette époque. Je disais juste un certain nombre de choses, mais je ne pesais pas beaucoup sur le récit national. Qu'est-ce que vous disiez exactement? Pardon? Qu'est-ce que vous disiez exactement, Michel? Moi, je disais rien, je faisais juste mon travail. Il me reprochait mes livres, et il me reprochait surtout des livres écrits contre lui. Un écrivain qui s'appelle Foutriquet, donc effectivement, c'était franchement contre lui. C'est normal. Ça lui a pas plu. Non, mais ça répondait déjà un petit peu à tout ça, parce que précédemment, j'avais écrit l'histoire de la campagne, enfin, je racontais la campagne présidentielle, et moi, j'étais pas dupe de ce garçon avant même qu'il ait été élu. Donc, il n'aimait pas qu'on ne l'aime pas. C'est toujours la définition d'Emmanuel Macron, il ne supporte pas qu'on ne l'aime pas. Et donc, il estimait que comme je ne lui cirais pas les pompes, j'étais un ennemi à battre. Et à l'époque, il donnait même des noms, il disait qu'il avait mis en place une espèce de cellule de riposte d'un certain nombre d'intellectuels. Il donnait deux noms, Michel Serres et Pierre Nora, aujourd'hui disparus, mais pour riposter. Il fallait opposer à ma conception du récit national un contre-récit. Conception du récit national. Donc il a ça dans la tête depuis très longtemps. Je n'ai pas été étonné du tout du fait qu'on voit réapparaître ce monsieur nous disant qu'il faut labelliser. Les gens ne sont pas stupides. Ils ne sont pas dupes. Ils savent très bien que s'ils écoutent le service public, ils auront un discours qui est politisé avec l'argent du service public. J'ai été invité récemment sur le service public, sur Radio France Internationale, où quelqu'un disait « il ne faut pas l'inviter, il est contre le service public ». Je ne suis pas contre le service public, c'est ce monsieur qui est contre le service public. Moi, je suis pour le service public s'il est un service public. Je dis juste qu'il ne l'est pas et qu'en ce sens, on peut le critiquer. Et donc, Emmanuel Macron voulait s'opposer à tous ceux qui ne pensaient pas comme lui. Simplement, aujourd'hui, il est en fin de course. Les gens le voient. Un certain nombre de journalistes retrouvent une intelligence perdue depuis une décennie, un esprit critique perdu depuis une décennie, une liberté perdue depuis une décennie. Et là, il voit bien qu'il est tout seul. Donc, les gens ont bien compris qu'il y avait une politisation des médias. Mais moi, je serais pour qu'il y ait vraiment un label, qu'on sache que c'est information d'État, information d'État, information d'État, sur Libération, information d'État, sur Le Monde, information d'État. Et là, on dirait c'est la voix de son maître et c'est la voix d'Emmanuel Macron. C'est ce qu'il veut, ce qui est assez ridicule. On va juste l'écouter parce que, évidemment, vous l'avez dit, c'est un projet qu'il porte depuis longtemps. Oui. On est en 2018 et il souhaitait à l'époque que ce soit l'association RSF, Reporters sans frontières, qui assume ce label. On écoute cette archive du 3 janvier 2018 avec Emmanuel Macron. Et la démarche de Reporters sans frontières d'inventer une forme de certification des organes de presse respectant la déontologie du métier me paraît à cet égard non seulement intéressante mais souhaitable. Il vous revient d'organiser en quelque sorte les règles de votre profession. Si nous ne voulons plus que tout puisse se valoir et qu'aucune hiérarchie ne soit faite. Voilà, donc on est en 2018, depuis l'idée a évolué et on est sur un label. Alors dans un premier temps, il était un peu flou sur le fait que ce serait un label ou non d'État. Ils ont depuis rectifié le tir, ce ne sera pas un label d'État, ce serait la profession qui devrait s'organiser. Oui, mais c'est lui qui choisira la profession. À quel titre? Évidemment. Et c'est lui qui choisira la profession. Il dira, c'est pas moi qui choisis, j'ai juste choisi ceux qui choisissent. Ah oui, quand on choisit ceux qui choisissent, on choisit. Mais j'ai fini mon histoire, c'est-à-dire que ça s'est trouvé terminé, cette affaire, en 2018, par le fait que je me sois trouvé viré de France Culture, où mon cours d'université populaire était diffusé. Donc ce monsieur n'aime pas beaucoup l'opposition. Et là, d'un seul coup, ça se voit. Mais tout est organisé pour ça. Il y a eu il avait réuni des intellectuels à une époque, et puis même à l'époque de Boualem-Sansal, il avait réuni des intellectuels. J'ai eu l'honneur de ne jamais être invité. Et c'est mon honneur, à moi, de ne pas avoir été invité. Alors, on nous disait à l'époque qu'il avait été l'assistant de Paul Ricoeur. Mais on oublie que Paul Ricoeur a été pétainiste pendant toute la guerre, et que dans les années 80, quand on parlait de beaucoup de Jean-Marie Le Pen, le fameux Paul Ricoeur estimait que peut-être il y en avait un peu assez de la mémoire qu'entretenaient les Juifs. Et qu'on n'entendait pas assez peut-être le Rassemblement national, le Front national à l'époque de M. Jean-Marie Le Pen.
Le Pen. Donc il ferait mieux d'arrêter la référence à Ricoeur, parce qu'on voit qui il est. Il n'aime pas qu'on ne l'aime pas, et il voudrait que l'information l'aime totalement, entièrement, définitivement et de manière absolue. Moyennant quoi, il ferme des télévisions, il ferme des chaînes, et puis ça ne gêne pas du tout, et ça ne gêne personne non plus. Moi j'ai déjà dit il y a très longtemps que sur ma télévision, je ne vois plus Russia Today, je n'entends plus comment ça s'appelle, Sputnik, cette radio, là, Sputnik, et que je peux aujourd'hui, avec ma même télécommande, avoir Al Jazeera, qui a aucun problème pour la démocratie qu'Al Jazeera soit diffusée en France. Venons maintenant à écouter François-Xavier Bellamy. On évoquera après le problème de CNews, parce que l'Élysée a publié une vidéo extrêmement agressive nous visant et visant tout notre groupe. François-Xavier Bellamy, qui lui estime, il était l'invité de Sonia Mabrouk cette semaine, il dit la gauche pensait pouvoir régner pour toujours sur l'information. C'est tellement vrai, écoutons-le. Pendant des années, peut-être des décennies en France, il y a un camp politique, il y a une vision du monde qui a eu le monopole de l'information et le monopole du débat public, de l'organisation du débat public. Et ce camp, aujourd'hui, a perdu ce monopole parce que le pluralisme est revenu par le fait que de nouveaux médias se sont développés, le fait que de nouveaux discours se sont affirmés. La gauche pensait être certaine de régner pour toujours sur l'information, et aujourd'hui, il y a d'autres voix, dont la vôtre. Et c'est précisément ce qui dérange. D'autres médias, dont le vôtre, c'est ce qui dérange ce camp qui aurait voulu garder pour toujours cette possibilité d'être le seul à dire le vrai et le bien. Il a raison, François-Xavier. Complètement. Oui. Moi, je suis d'une époque où la télévision d'abord n'existait pas, puis ensuite elle est arrivée, et puis oui, vous aviez une chaîne, et puis c'était tout. Puis après, 2 ou 3, et puis voilà tout. Et aujourd'hui, vous avez des chaînes multiples, vous avez les réseaux sociaux, et vous avez une liberté totale pour la parole. Donc c'est devenu problématique d'avoir une chaîne d'État. On sait très bien, quand on est en Algérie, c'est la chaîne d'État, quand on est en Russie, c'est la chaîne d'État, et le service public français, c'est la chaîne d'État aussi. On le sait, on le voit. Les mensonges, les angles d'attaque, les calomnies, les gens qu'on n'invite pas, les gens qu'on n'invite plus, ceux qu'on invite mais juste pour leur casser la figure, ceux qu'on invite mais pour dérouler le tapis rouge. On sait comment tout ça fonctionne. Et là, on voit juste apparaître avec les médias Bolloré, comme il est dit, une résistance. Une dissidence, j'ai bien aimé l'expression d'ailleurs. Je suis très heureux de travailler avec vous à la dissidence. Mais on va juste apparaître une dissidence qui dit nous allons juste faire entendre une autre voix. C'est tout. C'est pas compliqué. On ne se considère pas comme dissident, on veut juste dire la vérité, la réalité de ce qui se passe dans ce pays. Et imaginons même que ce ne soit pas la vérité, mais que ce soit une vérité. On peut les tolérer si on est tolérant. Le propre de la tolérance, c'est d'imaginer que les vérités sont diverses et multiples et que le débat permet de faire le choix pour qu'on puisse savoir qui dit vrai, qui dit faux. Et là, d'un seul coup, une minorité arrive en disant « nous allons, avec de l'argent privé », fait ce qu'on veut de son argent privé, c'est l'argent de M. Bolloré qui fait ce qu'il veut avec les médias qu'il veut, que les gens qui veuillent faire des chaînes d'État soient subventionnés par l'État si on le veut, mais ça pose le problème des démocraties qu'on dit illibérales aujourd'hui. Nous sommes dans une démocratie illibérale. On ne laisse pas faire le marché. Le marché, c'est ça marche pas. Moi, je serais pour qu'on n'aime pas la presse. Et que ce soit fini. Front Populaire existe juste avec les abonnés, juste avec les ventes. Et nous n'avons pas d'aide d'État. Nous n'avons pas non plus de publicité. Donc, et ça marche. Ça veut dire que... Et un tas de journaux disparaîtraient. Le Monde disparaît. L'Humanité disparaît. Le Point disparaît. L'Obs disparaît. Enfin, de la totalité des journaux disparaissent. Alors évidemment, quand on vous donne de l'argent pour exister, vous êtes bien obligé au bout du compte de dire merci à celui qui vous a C'est quoi la façon de dire merci contre tous ces gens-là qui sont très divers, de l'Humanité jusqu'à Libération? C'est d'appeler à voter pour le candidat Maastrichtien au 2e tour des présidentielles. On est dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, un dernier mot sur cette histoire de label. On a eu, à la grande surprise de tout le monde, une vidéo extrêmement agressive publiée par l'Élysée, où on voyait Pascal Praud, on voyait Philippe de Villiers, avec marqué en gros fake news, c'est-à-dire fausse information. Absolument incroyable et absolument dispensable ce type de vidéo. La ministre de la Culture, Rachida Dati, est venue sur notre plateau pour s'expliquer et éclaircir un tout petit peu la volonté de l'Élysée à travers cette vidéo qui nous prenait véritablement pour cible. Écoutons-la. Moi, je vais vous dire, je suis très à l'aise et très libre. Parce que c'est ça la liberté d'expression, la liberté de la presse. Le président de la République, il ne nous dit pas ce qu'on a à faire. Il estime que moi, je suis sa ministre, donc j'ai une mission très précise et je fais les choses. Mais on discute de tout. Quand
vous regardez bien la vidéo, elle ne met pas en cause, elle n'attaque pas. Attention, fausse Non. information a été Oui, marquée. mais parce que, je veux vous dire, quand vous avez un journaliste sur votre plateau, c'est d'ailleurs pourquoi, c'est pas qu'on vous cible, pourquoi on parle de vous Parce qu'on considère que vous êtes un média traditionnel, qui aussi, vous êtes des professionnels, vous avez une déontologie, il y a des critères. Donc, quand des choses sont fausses, on dit ça c'est faux. Parce que quand on a un éditorial qui dit le président de la République souhaite labelliser les médias, Ce n'est pas c'est ce qu'il a faux. dit. Voilà. Donc, Vous parlez sans doute de Pascal Praud. Oui, mais j'ai en son plus- édito sous les Oui. yeux, je vais vous le lire. Oui. Qui donnerait ces labels point d'interrogation? Oui. Quelles institutions sépareraient le bon grain de l'ivraie? Oui, Voilà, justement, pour mais l'éditorial de reprenez Pascal. toutes les... Moi, je le regarde et je l'écoute, et il le sait très bien, parce que parfois, je lui envoie même des commentaires. En direct. Il les dit en direct. Voilà, je vous le dis, et donc j'écoute, parce que, effectivement, moi, j'adore parler avec tout le monde. C'est ma vie, je parle avec tout le monde, j'écoute tout le monde. Parfois, il y a des choses qui vous heurtent, mais c'est la liberté d'expression. Alors, ce qui vous heurte encore plus quand c'est pas vrai, et là, ça vous heurte véritablement, mais c'est cette liberté d'expression. Mais dans son édito, il disait que le président avait annoncé un label d'État. Donc, c'est ça qui est gênant. Là, pour Rachida Dati, comment l'Élysée peut-il produire une vidéo qui cible ad nominem des journalistes? Il y a Pascal Praud, il y a Philippe de Villiers, une chaîne, un groupe. Et dans quel pays on est, en fait, Michel? Dans une démocratie illibérale. Je n'ai pas écrit par hasard un livre qui s'appelait Théorie de la dictature, qui était une lecture d'Orwell, en expliquant que l'intérêt d'Orwell, c'était de faire qu'il faisait la description de notre époque. Il y avait un chapitre consacré justement à la presse, et on est en plein dedans. On voit bien comment tout ça fonctionne. Alors la ministre, elle fait son boulot de ministre, elle est bien obligée. C'est-à-dire, le ministre, c'est quelqu'un qui obéit au chef de l'État. Et de la même manière que la police obéit au chef de l'État. C'est-à-dire que si on lui dit vous frappez, elle frappe. Si on lui dit vous épargnez, elle épargne. Hein, c'est pas la police qui tue. Si vraiment elle tue, c'est le chef de l'État qui tue. C'est le chef de l'État qui donne les ordres. Donc là, effectivement, il y a un langage corporel de Madame. Oui, mais on voit bien qu'elle dit. Elle est en mission. Elle est en mission. Donc elle fait son travail de bon ministre zélé. Parce que c'est difficile de défendre un dossier comme ça quand vous avez quelqu'un qui s'abaisse à faire du Carla et Fly et Marc, je sais pas comment ça s'appelle. McFly et Carlito. Oui, voilà. J'explique à notre public que ce sont des youtubeurs. Voilà. C'est quand même sidérant. Quand le général de Gaulle voit que la totalité de la presse est contre lui, la presse écrite, il crée l'ORTF en disant « Mais moi, je ne peux pas me faire insulter tous les jours, me faire traiter de fasciste tous les jours, me faire traiter de nazi tous les jours, y compris par le coup d'État permanent de M. Mitterrand où il est associé à Hitler. » Mitterrand associe le général de Gaulle à Hitler, à Franco et à Salazar et à Mussolini. Hein. Eh bien, lui, il ne ferme aucun journal. Lui, il ne fait pas des communiqués en arrivant officiellement pour expliquer devant un micro que c'est inadmissible. Il dit juste, je veux juste qu'on m'entende et je vais créer l'ORTF. Et l'ORTF, c'est juste un endroit où il dit, c'est la voix de la France, c'est pas la voix du général de Gaulle. Et donc, quand on donne la voix de la France, on ne montre pas des images humiliantes, on ne montre pas des gens qui humilient la France ou qui détestent la France. Michel Onfray, on est dans votre émission face à Michel Onfray. Il faut sauver Noël. L'installation des crèches de Noël dans certaines mairies, on le sait, provoque la polémique. Pas encore, évidemment, où les traditions sont fermement défendues par les Corses et on les salue amicalement. À Béziers, par exemple, le maire Robert Ménard a une nouvelle fois, malgré les condamnations, installé une crèche dans la mairie. Il y a des milliers de personnes qui viennent la voir chaque année, de toute confession, il le dit d'ailleurs. On va l'écouter et après on se posera la question de ce que représentent pour vous ces crèches, symbole religieux ou symbole culturel. D'abord Robert Ménard. Quand j'ai inauguré la crèche, il y avait autour de moi un rabbin, un représentant du culte musulman, les curés, les protestants, les évangélistes, tous ensemble. Et on a inauguré la crèche tous ensemble. C'était enfin une belle image. Une belle image. En face, il y avait une poignée de grèches, de pisse-froid. Quand les petits chanteurs de la Trinité, c'est nos chanteurs, la chorale, s'est mise à entonner les chants de Noël, je suppose que vous n'avez pas besoin d'être catholique pour aimer les chants de Noël. Ils ont sifflé les chants de Noël. Et oui, d'un côté, il y a le sourire des gens qui ont envie que Noël soit un moment où on se retrouve tous. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont d'un sectarisme, qui sont tous qu'on n'aime pas. Ils aiment pas la crèche parce qu'ils n'aiment pas la France, parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils sont. C'est ça le pire. Ils n'aiment même pas ce qu'ils sont. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça, Michel Onfray ? Oui, bien sûr. Je voudrais faire une petite philosophie de la crèche, si on peut. Parce que finalement, on a l'impression que la crèche, c'est une histoire catholique ou chrétienne. Pas seulement. Je veux dire que quand vous regardez les traces les plus anciennes des humains, vous avez des traces de calendrier lunaire.
qui sont gravés sur des bois de serre, sur des bois de renne. Et donc, les anciens connaissaient très bien les lunes montantes, les lunes descendantes, les lunes croissantes, les lunes décroissantes, le soleil l'été, le soleil l'hiver. Et ils ne savaient pas évidemment que la Terre était ronde, qu'elle tournait sur elle-même autour du soleil et qu'elle tournait de manière elliptique. C'est-à-dire que quand on est au bout de l'ellipse ou quand on est au plus près du soleil, vous avez des saisons, les équinoxes et les solstices. Donc nous, on s'est nommé le mouvement de la nature, le mouvement des planètes. Mais quand les hommes ont vu effectivement que les feuilles tombaient, que le froid arrivait, que la nuit arrivait en quantité, qu'elle allait prendre toute la place, qu'il y avait de moins en moins de lumière, et puis qu'à partir du solstice d'hiver, le 21 décembre, ça recommençait, que la lumière revenait, et que finalement on allait avoir les bourgeons, qu'on allait donc avoir les fruits, etc. Tout ça, c'était une affaire de vie et de survie. Mais c'est pas les crèches, on est d'accord. Attendez, on y arrive. Si vous me laissez 2 secondes. Et je Minute papillon. Non, mais là, ce sont des millions d'années que je résume en très peu de temps. C'est-à-dire que les hommes connaissaient le fonctionnement des astres, connaissaient le fonctionnement de la lumière. Toute religion est une forme culturelle prise par la lumière. Je suis la lumière et la vie, la vérité et la vie, dit Jésus dans l'évangile de Jean. Et donc, toutes les civilisations sont les civilisations de la vie, les religions, pardon, civilisations de la vie. Et donc, quand on a commencé à voir qu'il fallait se réjouir du retour de la lumière, du retour païen, là, pour le coup. Un païen, c'est Paganou, c'est les paysans. Hein. Quand on se réjouissait, eh bien, on faisait la fête. Et puis, le christianisme est arrivé tardivement. Et ces fêtes, elles existaient déjà. Ce sont des fêtes des solstices. D'ailleurs, aller à Stonehenge, aller dans les grottes, elles sont toutes orientées dans le sens de la lumière. Donc, on fête le retour de la lumière. Qu'est-ce qu'on fait quand on fête le 25 décembre ? Eh bien, on fête le solstice d'hiver, c'est-à-dire non pas le jour le plus long de l'année, mais le moment où le jour reprend. Le lendemain, il reprend. Mais c'est un symbole religieux, la crèche. Quand même. Et Jésus, j'y arrive. Et Jésus, qui pour moi est un concept, on lui donne une date de naissance au solstice d'hiver. Pour quelle raison ? Parce qu'il est le retour de la lumière. Et qu'il est l'espérance. Pourquoi ça s'appelle l'Avent, cette période ? Parce que c'est le moment de l'espoir. C'est le moment où on met une bûche dans la cheminée pour faire de telle sorte que la flamme, elle reparte de plus belle. Voilà pourquoi on mange des bûches. Voilà pourquoi on met des sapins. Pourquoi est-ce qu'on met un sapin de Noël avec la crèche ? Parce que c'est un arbre qui garde ses feuilles, qui garde sa verdure et sa verdeur l'hiver. C'est-à-dire que tous les arbres ont perdu leurs feuilles, mais il reste des résineux qui, eux, ont gardé la verdeur, en disant qu'au milieu des moments les plus effrayants, c'est-à-dire on croit que l'humanité va disparaître dans une nuit totale, vous avez toujours l'espérance d'un conifère qui est là et qui vous montre que le ver est toujours prêt à repartir. Et que la lumière, elle va continuer, et elle va reprendre. Et puis après, vous avez le cycle. C'est-à-dire après, vous avez le christianisme. Mais moi, je suis athée, mais je fais pour mes petits-enfants une crèche et un sapin avec des boules, et puis, etc. Ils sont très heureux, ils sont très contents. Et j'ai mon petit-fils Augustin qui dit, mais Jésus, ça n'a jamais existé. Enfin, tu peux pas naître et puis ressusciter. Et puis Clémence, qui est sa petite sœur, qui dit, mais chacun a le droit de croire à ce qu'il veut. Et donc, on a les débats avec des petits garçons et petites filles. Une petite Madeleine qui vient d'arriver, qui ne parle pas encore, mais elle tranchera probablement le débat. C'est-à-dire que c'est une fête civilisationnelle. Oui, elle est culturelle, elle est religieuse, mais elle est civilisationnelle. Toutes les civilisations se sont construites sur le retour de la lumière, la disparition de la lumière, l'espoir qu'est la lumière, parce que la lumière, c'est la vie. Alors après, on peut, Jésus, Marie, Joseph, etc. Mais tous ces gens qui veulent absolument faire disparaître la crèche sont des incultes. D'abord, ils ignorent les sources païennes de la crèche. Ensuite, ils ignorent que, en matière d'histoire sainte, vous avez Gaspard, Melchior et Balthazar, qui sont de 3 couleurs et qui signifient l'universel. On n'a pas besoin d'islamiser l'enfant Jésus ou de faire disparaître le visage de Marie ou de Joseph, y compris le visage des 3 rois mages, qui sont là pour dire l'universalité du message. Et je rappelle que Jésus se trouve dans le Coran, qu'il est un prophète, que Marie se trouve également dans le Coran, et qu'il n'y a pas cette détestation de cette histoire sainte. Alors Jésus est un prophète, il n'est pas un prophète, ça se discute, ça se débat, mais pas à coups de couteau. Et donc, ce qui se joue dans cette aventure, c'est effectivement, Robert Ménard a raison, une détestation de la France, de la civilisation, de la culture, de tout ce qui est chrétien. Et si ça peut se retrouver en face d'une célébration de tout ce qui est destruction du christianisme, alors ça fait l'affaire d'un certain nombre de gens qui sont devenus des islamophiles, on comprend pour quelle raison. Et une destruction de notre identité, évidemment, culturelle. On parlera de ça dans une prochaine émission. On consacrera un joli chapitre à ces fêtes de Noël et toute leur symbolique philosophique et culturelle. Oui, parce que Pâques, etc., on pourra raconter Pâques, l'Ascension, l'Assomption, etc. Toutes ces fêtes-là sont des fêtes solaires, sont des fêtes religieuses. La biographie de Jésus, vous pouvez la mettre en relation avec le mouvement des astres. Michel Onfray, on se retrouve dans un instant dans votre émission face à Michel Onfray. On évoquera les éleveurs, les agriculteurs. Vous êtes toujours très attentifs à leur sort. Là, ils sont extrêmement mécontents à cause des abattages de troupeaux en raison d'une maladie. À tout de suite.
On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, vous avez été interpellé par ces manifestations d'agriculteurs qui se mobilisent contre l'abattage massif de troupeaux de bovins en cas de dermatose nodulaire contagieuse. On va en parler dans un instant. Vous êtes très sensible au sort des agriculteurs et des paysans, c'est un beau mot. Ils réclament la fin du massacre parce que dès qu'il y a un cas détecté dans un élevage, il faut abattre absolument tout le cheptel en raison d'une directive de l'Union européenne. On va écouter la colère des éleveurs, un éleveur de la coordination rurale. Les moyens qui ont été employés hier à notre égard, vous avez vu la violence, donc environ 200 policiers et gendarmes, une charge complètement disproportionnée et excessive à notre égard. Nous avons été matraqués, gazés, dans la cour de la ferme et jusqu'à l'intérieur des bâtiments. Donc effectivement, l'État a eu gain de cause. Je ne sais pas qui sont les responsables politiques qui sont responsables de ces ordres, mais ceux qui sont responsables de ces ordres doivent démissionner. Je pense que c'est clair, on ne peut pas continuer comme ça. Les agriculteurs ne sont pas des délinquants, ne sont pas des terroristes. Les moyens qui sont employés là sont à l'égard des terroristes. Donc nous avons quand même bien averti que c'était la dernière fois que cette violence à notre égard, nous l'acceptions plus. Voilà pour cette colère. Vous la comprenez, Michel, cette colère des éleveurs ? Oui, je me suis permis de vous solliciter parce que justement, il y a une image d'un agriculteur qu'on a fait tomber de son tracteur. Ça m'a beaucoup ému. On est allé le chercher sur son siège, on l'a fait descendre, il est tombé. Qui ont ? La police, qui avait ordre. Moi, je n'accable pas la police. La police fait son métier et la préfecture a dû lui dire, voilà, vous vous comportez comme ça. Donc moi, je pense que ceux qui nous disent que la police tue devraient s'intéresser à ceux qui donnent des ordres. C'est plutôt la police, elle obéit. On lui dit, vous tirez, vous tirez pas, vous y allez, vous n'y allez pas, vous cognez pas. Enfin, elle fait le métier elle garantit l'ordre républicain. Donc je n'accable pas on voit les images là effectivement. Je n'accable pas pas la gendarmerie, mais pour le coup, si je sais pas ce qu'elle a. C'est les gendarmes. Gendarmerie, les polices, etc. C'est ça ça m'a humilié pour lui. Enfin, j'ai trouvé on a humilié cet homme en le faisant tomber de son tracteur. Et donc, je voulais en parler un petit peu parce que je me suis renseigné un petit peu sur cette maladie. Un petit coup de chapeau à mon copain Gilles Fontaine, qui est vétérinaire et qui m'a fait un topo sur cette maladie. Qu'est-ce que c'est cette maladie alors ? Alors, elle vient de l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est d'abord les buffles, et tout ça a grimpé avec le réchauffement climatique qui fait que les moustiques montent. Il y a une époque où la dengue, elle était dans un certain nombre de pays. Maintenant, la dengue, elle est en France, elle est partout, elle est en Normandie. Donc, c'est une maladie, ça n'est pas une zoonose. Une zoonose, c'est une maladie des animaux qui se transmet aux humains. Donc, quand vous avez cette dermatose nodulaire des animaux, ils ne peuvent pas se transmettre aux humains. C'est-à-dire que ça se transmet par piqûre de mouches, de tans, de moustiques, etc. Et donc, si une mouche pique une bête et elle repique une autre bête, elle va effectivement transmettre la maladie. Mais pas un homme. La viande n'est pas contaminée non plus. Et me disait cet ami vétérinaire, en 3 semaines, cette maladie, elle disparaît d'elle-même. Donc on peut très bien imaginer que si vous avez repéré une vache qui est malade, un animal qui est malade, vous l'isolez, mais vous ne le détruisez pas, vous mettez en quarantaine. Et puis si éventuellement d'autres animaux sont eux-mêmes concernés, vous mettez ces animaux en quarantaine. Directive européenne, euthanasie généralisée pour le troupeau. Maintenant, je voudrais qu'on sache que quand il y a des paysans qui s'occupent des animaux, des ovins, des porcins ou des bovins, ne sont pas du tout des gens qui disent c'est du matériel qu'on détruit, qu'on balance. Moi, j'ai un copain dont je parle souvent qui s'occupe de moutons, il est berger. C'est un gros costaud, c'est un solide, mais je vous assure que quand il voit partir ses animaux, il n'est pas content, il n'est pas heureux, il n'ouvre pas une bouteille de champagne. Et il connaît tous ces animaux, donc il est capable de les distinguer les uns les autres, etc. Et puis c'est un patrimoine culturel, un troupeau, sauf si vous achetez. Aussi, on y revient. Mais c'est le père, c'est le grand-père. Vous avez une sélection génétique, donc on est en train de dire, on va vous détruire tout ça, mais on va vous donner de l'argent. C'est d'ailleurs de l'argent européen, on donne de l'argent. Mais les paysans, ils ont leur honneur, ils n'ont pas envie d'argent. Ils travaillent déjà pour pas grand-chose parce qu'ils aiment leur métier. Si on leur dit, voilà, vous avez un gros chèque, vous n'avez plus de cheptel, d'accord, mais vous avez un gros chèque, ils sont humiliés. Vous allez faire quoi le lendemain matin ? Vous allez placer votre argent en disant très bien. C'est pas le genre de la paysannerie ou des paysans de vivre comme ça de manière assistée. Ils ont leur honneur et leur dignité. Je n'ai pas aimé cette image de ce paysan qui tombe de son tracteur et qu'on vient chercher. Et donc je voulais qu'on attire l'attention là-dessus parce que on peut gérer autrement. Et puis je n'entends pas Madame Tondelier, je n'entends pas les écologistes devant ces hécatombes d'animaux. Vous avez des maires écologistes, la mairesse de Strasbourg qui nous fait l'éloge des animaux liminaires.
à savoir les animaux qui vivent à côté de nous, notamment les rats, qu'on appelle surmulots. Ces gens-là appellent ça des surmulots. Mais donc, il faudrait vivre avec les puces, avec les morpions, avec les rats, parce que ce sont des animaux liminaires et qu'il faudrait vivre avec eux. Alors, il y a de la compassion pour les rats chez les écologistes, mais il n'y a pas de compassion pour les troupeaux des paysans. Puis, il n'y a pas de compassion pour les paysans non plus, parce que derrière tout ça, il y a de la souffrance humaine. Il y a des paysans qui sont déjà malmenés et maltraités. Donc, je trouve que la directive européenne qui nous dit « vous m'abattez tout ça », elle ne comprend pas ce qu'est le monde paysan, mais ça, c'est pas neuf. Et c'est bien que les paysans fassent savoir qu'ils résistent et qu'ils ne sont pas contents. Vous avez raison, et on leur tire vraiment un coup de chapeau. On leur dit bravo pour ce qu'ils font au quotidien. Et nos amis paysans qui nous nourrissent et qui sont le sel de notre pays. Autre sujet que je voulais évoquer avec vous, c'est la violence en politique. Michel, on repasse à la politique. Il y a eu une nouvelle agression d'hommes politiques. C'est le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui dans le Tarn-et-Garonne, justement, a été agressé alors qu'il faisait une dédicace de son livre. Un homme lui a écrasé un œuf sur le visage. L'homme est un récidiviste. Il s'en était déjà pris à Éric Zemmour, au bus de Marine Le Pen. Néanmoins, Jordan Bardella a réagi dans l'émission L'heure des pros à la suite de son agression. Il dénonce une brutalisation du débat politique. Je m'attends à tout quand on fait de la politique. Je sais que quand on est engagé en première ligne, on en assume les conséquences. Et c'est vrai que faire de la politique aujourd'hui, c'est extrêmement violent. Il y a des gens qui vous apprécient, il y a des gens qui ne vous apprécient pas. Et par définition, quand vous êtes exposé et que vous êtes en première ligne de la bataille, eh bien, il vous faut être extrêmement solide. Mais moi, je suis extrêmement inquiet de voir un climat de plus en plus violent s'installer dans notre pays, une brutalisation du débat démocratique qui amène à distinguer deux phénomènes. D'abord, il y a ceux qui s'en prennent physiquement aux élus, ceux qui s'en prennent physiquement au débat démocratique par la violence. Ceux-là, ce sont ceux qui frappent. Et puis, il y a derrière ceux qui légitiment, ceux qui banalisent la violence. Et c'est vrai que la violence vient bien souvent toujours du même côté et elle est bien souvent toujours subie par le même camp politique. C'est-à-dire qu'on a d'un côté la gauche et l'extrême gauche qui par une brutalisation du débat démocratique, par la façon dont ils déshumanisent aussi systématiquement leurs adversaires. Voilà pour Jordan Bardella. Michel Onfray, vous êtes d'accord sur cette brutalisation de la vie politique ? Oui, c'est pas neuf, simplement. C'est pas neuf. Ce qui est neuf, Non, c'est non. les caméras. Et donc, les téléphones portables qui traînent et qui montrent des images. Je rappelle que dans les années 30, les défenseurs de l'action française, les croix de feu, attaquent les policiers avec des cannes épées et que les épées permettent de couper les tendons des chevaux pour que les policiers puissent s'effondrer. Et ils ont en face d'eux les communistes qui, eux, se battent physiquement et il y a des morts. Donc, et la violence en politique, oui, c'est vieux comme le monde. Simplement, on a effectivement des gens qui instrumentalisent la violence. Quand vous avez des gens de la France insoumise, voire de la gauche, qui nous disent après tout, Jordan Bardella, il a bien mérité, il est violent lui aussi. Mais où et quand ? Où et quand l'est-il ? La préférence nationale n'est pas une violence. Les gens qui font une préférence internationale, on pourrait leur dire que c'est une violence aussi. On vient de parler des paysans. La préférence européenne, que ces gens-là défendent la plupart du temps, elle est violente à l'endroit des paysans. Elle est violente à l'endroit des ouvriers. Elle est violente à l'endroit des travailleurs. Elle est violente à l'endroit des gens simples et des gens modestes qui se prennent les directives européennes sur la figure parce que c'est toujours eux qui prennent. Et là, à aucun moment, on dit évidemment, c'est violence contre violence. Donc je vois bien qu'un certain nombre d'individus, pour les nommer la France insoumise et ceux qui sont associés, justifient et légitiment la violence, y compris dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et il a raison, pour le coup, de dire qu'il y a non pas tant une tolérance à l'endroit de la violence qu'une célébration de la violence. C'est la stratégie révolutionnaire de M. Mélenchon, qui connaît vaguement son histoire de la Révolution française, du moins le catéchisme de la Révolution française, et qui a bien compris que quand on utilisait la violence des rues pour la canaliser en disant allez-y, c'est une violence politique qui est une contre-violence, disait Sartre, qui en a fait la théorie, une contre-violence qui est légitime parce que ce qui est problématique, c'est la violence d'État. C'est toute la critique de la raison dialectique, le livre de Sartre, qui justifie philosophiquement l'usage de la violence. Simplement, c'est comme l'apprenti sorcier. Quand vous commencez à justifier ça, ça commence par un œuf et ça se termine par des assassinats. Il y a eu Kirk aux États-Unis qui s'est fait assassiner justement parce qu'il parlait. Son tort est d'avoir parlé. C'est pas quelqu'un qui descendait dans des endroits avec des grenades où il disait juste, montrez-moi que j'ai tort. Il était pacifiste. Il faisait de la rhétorique en disant
J'ai des idées, moi je ne juge pas les siennes, quelques-unes des siennes qui étaient suprémacistes ou masculinistes ou autres ne sont pas les miennes, mais on vient débattre, et puis on vient expliquer pourquoi et comment, etc. On n'agresse pas. C'est une stratégie révolutionnaire que de commencer à légitimer verbalement la violence en disant, après tout, il a bien cherché, lui-même est violent quand il tient des propos, alors racistes, comme on dit, xénophobes, ce qui reste à démontrer. Est-ce que vous pensez que ça va aller crescendo jusqu'à la présidentielle de 2027 ? Oui, je pense, puisque là, vous avez tous les gens qui sont en train de s'apprêter, en se disant, ils sont sur la ligne de départ en se disant, le coup de feu peut partir, quand je dis le coup de feu du starter, peut partir plus vite que prévu, et il peut y avoir une dissolution, une démission, enfin tout est possible. Donc chacun se dit que la course est là tout de suite. Mais quand la course est en route, alors là, pour le coup, tous les coups sont permis. Et je pense qu'un certain nombre de gens sont prêts à lâcher tous les coups. Le premier qui fera couler le sang risquera de mettre la France par terre. La France est dans un état de précarité incroyable, et tous ceux qui jouent avec la violence en estimant qu'elle est toujours légitime avec l'adversaire, puisqu'on prétend qu'il est raciste, qu'il est xénophobe, et qu'il invite juste à dire et si nous travaillions un petit peu plus à l'assimilation, et si nous n'acceptions pas tout le monde, mais simplement un certain nombre de gens que nous pourrions choisir, si c'est ça être raciste, et si c'est ça être violent, il faut utiliser les mots à bon escient. On est face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, évoquons maintenant les négociations de paix autour de l'Ukraine, la guerre en Ukraine, avec un hiver à nouveau terrible pour les civils ukrainiens, bombardés évidemment quotidiennement. Il y a eu une rencontre cette semaine entre les émissaires américains et Vladimir Poutine à Moscou. Ça n'a pas donné beaucoup d'avancées. On va écouter le président russe, parce que juste avant cette rencontre, il a prononcé quelques mots qui s'avèrent évidemment glaçants pour les Européens. Écoutez-le. Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe. Je l'ai répété 100 fois. Mais si l'Europe le souhaite et commence, nous sommes prêts dès maintenant. Cela ne fait aucun doute. Cela ne fait aucun doute. Nous sommes prêts à la guerre avec l'Europe. Mais ce qui est glaçant, c'est ce que dit M. Macron. Oui, c'est ce que dit aussi M. Poutine. Non, non, mais faisons de la chronologie. Allez-y. C'est-à-dire que quand Macron, je vais faire attention aux mots que j'utilise, mais attaque en permanence Poutine en disant on va vendre des armes. Alors d'abord, depuis très longtemps, depuis le début, on donne des armes à l'Ukraine, mais on n'est pas co-belligérant. C'est formidable. Vous avez quelqu'un qui est en train d'en tabasser un autre, vous donnez une matraque à quelqu'un qui est en train de tabasser, vous dites moi j'y suis pour rien. Si, nous sommes co-belligérants depuis le début. Poutine, il regarde faire ces choses-là. Et ça continue avec des rafales que nous allons livrer. Ah oui, mais il entend, Poutine, ce qu'on lui dit. Bien sûr. Il dit, ce sont des promesses, des intentions de vente. Oui, on ne les a pas, les 100 rafales. On les a pas. Ce sont des agressions auxquelles il répond. Moi, je trouve glaçant que nous puissions surarmer l'Ukraine en disant nous allons entrer en guerre contre la Russie, préparez-vous dans je ne sais plus combien de jours. Mais il faut laisser tomber l'Ukraine alors, Michel ? Ah, mais moi, je suis sur une position de géopolitique et de géostratégie qui me suppose qu'on remonte un peu en avant. Je rappelle que les premiers à avoir bombardé les Ukrainiens, il y a une quinzaine d'années, c'était les Ukrainiens eux-mêmes qui massacraient les populations russophones dans leur région où il s'agissait d'interdire Ah oui, non mais il faut faire... Non mais bien sûr, mais il y a un agresseur et un agressé dans ce conflit. Je suis d'accord. Et des milliers de morts côté ukrainien. On est entièrement d'accord. Simplement, les accords de Minsk, c'est une façon d'agresser la Russie aussi. Là, vive Monsieur Hollande, vive Madame Merkel, qui ont passé des accords en disant on avait bien l'intention de ne pas les respecter. Il faut mettre tout ça sur une longue perspective. Pas juste dire il est glaçant parce qu'il dit ça. Il dit ça parce que depuis des années, nous sommes en train de faire de telle sorte que cette guerre ait lieu. Alors la solution, c'est quoi, Michel ? Maintenant qu'elle a lieu, effectivement, c'est de dire est-ce qu'on a vraiment envie qu'elle s'arrête ? Simplement le problème, si elle s'arrête cette guerre, ce ne sera pas avec Macron, et ce ne sera pas avec l'Europe, ce ne sera pas avec Mme Ursula von der Leyen. Avec les Américains. Ce sera entre les Américains et Poutine. Et ce ne sera même pas avec les Ukrainiens, qui, eux, regardent les balles passer. Non, ils les prennent, les balles. Oui. Pardonnez-moi l'expression, elle n'est pas juste, regardent les balles passer et se les prennent. Mais si nous voulons vraiment faire de la politique et pas de la morale, les bons, les méchants, les agresseurs, les agressés, les gentils, etc., puis de dire après, il n'est pas gentil, monsieur Poutine, il dit quoi ? Il dit, vous n'arrêtez pas de nous dire que vous allez nous faire la guerre. On reçoit même des kits de sécurité, des kits de survie en nous expliquant pourquoi. On nous fait savoir, le chef de l'état-major français nous dit, mesdames, messieurs, les maires, dans les villages, préparez-vous à voir vos enfants partir et revenir en cercueil. Préparez-vous à un conflit avec la Russie d'ici 2030. Oui, voilà. C'est ce qu'il dit généralement. Donc. Il fait quoi, Poutine ? Il dit, j'entends, monsieur le général, là, on m'a fait savoir que, puisque dans vos campagnes, on va aller chercher des enfants, et comme à la guerre d'Algérie, on va vous les mettre sur le terrain, et qui vont revenir, effectivement,
dans des cercueils, eh ben, si vous voulez cette guerre, on va la faire. C'est juste ce qu'il dit. Moi, ce que je trouve glaçant, c'est cette espèce de va-t-en-guerrisme, si vous me permettez le néologisme, de Macron, des Macroniens, de tous ceux qui nous disent faut y aller, faut y aller, faut y aller. Il y a sur cette chaîne Pierre Lelouch, l'excellent Pierre Lelouch, qui nous explique tout ça très bien, en long, en large et en travers, et dans le détail, et qui sait de quoi il parle. C'est un homme avisé, et je trouve qu'on ferait mieux de l'écouter plutôt que d'écouter des gens sur ce sujet, plutôt que d'écouter des gens qui nous disent, ou parfois sur d'autres chaînes, qu'il faut y aller, qu'il faut y aller, qu'il faut y aller. Mais ces gens-là, ce sont ceux qui envoient à la mort d'autres individus, pas eux. Si la guerre a lieu, ils feront tout ce qu'il faut pour que leurs enfants n'aillent pas faire cette guerre. Donc je pense, moi, que je suis un vrai pacifiste. C'est-à-dire qu'il faut faire travailler à la paix jusqu'au bout. Et le vrai pacifiste n'est pas celui qui dit jamais la guerre. C'est celui qui dit, maintenant qu'on a tout essayé, alors la guerre. Je pense simplement que nous n'avons pas tout essayé. Et que la France ne peut rien essayer parce qu'elle n'est pas audible. Il faut régler le problème, pas seulement avec Poutine et avec Trump. Il y a derrière la Chine, il y a derrière l'Iran, il y a derrière un certain nombre de pays, même l'Inde. Tous ces conflits mettent en perspective les impérialismes du moment. Quels sont les grands hommes, j'allais dire quel est le général de Gaulle, mais quels sont les grands hommes du type du général de Gaulle qui sont capables aujourd'hui de dire on va vraiment faire une conférence internationale qui va vraiment déboucher. Trump, il a une obsession qui est le fric, le business. Lui, il veut que la guerre s'arrête, non pas parce qu'il aime la paix, ou le prix Nobel de la paix. Lui, il veut qu'on puisse faire du business et d'en faire personnellement et de placer ses copains, voir ses proches, ses amis, etc. On sait ce qui l'anime. Après tout, moi, je ne veux pas faire de morale dans cette aventure. Si la guerre s'arrête, c'est quand même mieux. Mais c'est merveilleux pour l'Ukraine, oui. Eh bien voilà. Donc, à condition que ce ne soit pas une capitulation à race à faire la guerre pour qu'il y ait la paix, ça ne marche pas dans mon esprit. C'est pas continuer à faire la guerre pour qu'il y ait la paix, c'est si nous voulons vraiment faire la paix, comment nous y prenons-nous pour arrêter cette guerre ? Et donc, ça suppose que les populations russophones, dont on ne parle pas, les populations russophones de l'Ukraine qui se sont faites bombarder par Zelensky et les siens, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'on est très silencieux sur le fait qu'il y ait beaucoup d'argent détourné. On donne beaucoup d'argent, c'est de l'argent qu'on ne donne pas aux paysans, c'est de l'argent qu'on ne donne pas aux hôpitaux en France, qu'on ne donne pas aux écoles, c'est de l'argent qu'on donne en Ukraine, et cet argent qu'on donne en Ukraine, comme par hasard, il va dans la poche du bras droit de M. Zelensky. Étonnant tout ça. Hein. Et donc, il y a un moment donné où il faut vraiment penser cette guerre plutôt que de dire vous avez le bien, vous avez le mal, quel camp avez-vous choisi ? Non, je ne veux pas me laisser enfermer dans une aventure comme celle-ci. Si on fait de la géopolitique, de la géostratégie, c'est beaucoup plus compliqué ce qu'on veut dire aux gens. Ce qu'on veut dire aux gens, c'est qu'en gros, on va aller faire une guerre et que leurs enfants vont mourir. Poutine dit j'entends, si vous voulez, je suis prêt. Michel Onfray, il est l'heure du point philo, évidemment, que nous réclament nos téléspectateurs et nos auditeurs. Hannah Arendt, vous avez choisi Hannah Arendt, l'essai sur la Révolution. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi cet ouvrage sur la Révolution aux éditions Gallimard. Quand j'ai fait mon cours d'université populaire sur Arendt, j'ai lu l'œuvre complète. Alors, il y a Les origines du totalitarisme, c'est un livre assez mal construit, assez indigeste, assez pas compliqué à comprendre, mais un peu compliqué à lire, quoi. C'est un peu fatigant. Et j'ai découvert ce livre, cet essai sur les révolutions qui date de 1963, avec une thèse extrêmement intéressante. Moi, je connais bien la Révolution française pour lire sur ce sujet depuis très longtemps, et assez peu, voire assez mal, ou voire pas du tout, la Révolution américaine. 1776 et 1789 pour la Révolution française. Elle met en perspective ces deux révolutions en nous disant, mais nous, les Américains... Alors, c'était une juive allemande qui a été la maîtresse d'Heidegger, philosophe nazi, mais qui est partie aux États-Unis. Mais elle dit, nous, les Américains, parce qu'elle était vraiment totalement assimilée, nous avons fait cette révolution pour la liberté. Et vous, les Français, vous avez fait cette révolution française pour l'égalité. Si vous faites une révolution au nom de la liberté, elle se fait parfois au détriment de l'égalité. Et si vous faites une révolution en faveur de l'égalité, elle se fait beaucoup au détriment de la liberté. Et elle fait des analyses extrêmement intéressantes en nous disant la révolution, c'est pas une fin en soi. Elle parle des révolutionnaristes, les révolutionnaires de profession, les Mélenchon, les députés de la France Insoumise, etc. Les gens dont le boulot consiste à être révolutionnaires. Ils n'ont parfois pas bossé. Même ces révolutionnaristes sont des gens qui sont des idéalistes. Ils ne regardent pas le réel. Ils ont des idées comme ça, l'idée du peuple, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et c'est une révolution d'intellectuels, la révolution française, dit-elle, Hannah Arendt. Alors que la révolution américaine, c'est pas une révolution d'intellectuels, c'est une révolution de grands sages américains qui veulent constituer une nation. Et puis elle dit, la révolution, qui n'a été qu'une fin en soi, qui n'a pas produit un régime susceptible de maintenir les acquis de la révolution, elle dit, la révolution, elle débouche sur quoi ? Sur la terreur. La terreur, c'est Thermidor. La terreur, c'est le gouvernement révolutionnaire, c'est la guillotine, etc. Thermidor, c'est l'assassinat de Robespierre. Et puis après, il va se passer quoi ? Il va se passer le directoire. Le directoire, c'est un peu le bazar. Et vous avez Napoléon qui arrive et qui dit « Moi, je vais régler tout le problème
et c'est l'Empire. Donc évidemment, si vous faites la révolution pour en finir avec un roi et que vous installez un empereur, c'est pas forcément idéal pour le petit peuple. Et donc elle dit, vous voyez, votre révolution n'a pas été capable d'inventer une forme politique, gouvernementale, qui soit capable de faire de tenir la promesse de la révolution. Et elle dit, nous en face, de l'autre côté, on a fabriqué quelque chose qui est l'État fédéral. Et le fédéralisme, c'était une option politique à l'époque de 1792 avec les Girondins, c'est-à-dire de dire, il y avait 83 départements à l'époque, Paris doit peser 1/83e de la représentation nationale, disaient les Girondins. C'est-à-dire, vous ne ferez pas la loi aux Savoyards, ou aux Normands, ou aux Bretons, ou aux Corses. Et ça, c'était très, très intéressant. Et elle dit, la Révolution française, obsédée par l'égalité et l'égalitarisme, a généré la terreur et le gouvernement révolutionnaire. Le parti unique, le parti des Jacobins, ça va donner par la suite l'Union soviétique et ça donne aujourd'hui Mélenchon et les siens. Elle dit de l'autre côté, un État fédéral, et vous savez qu'aux États-Unis, l'avortement est autorisé ou interdit, la peine de mort est autorisée ou interdite, le port d'armes est autorisé ou interdit, suivant que vous êtes dans le Minnesota, dans le Michigan, au Texas ou dans l'État de New York. Et donc, elle dit, on a créé une autre forme. Et puis elle dit, et je conclus là-dessus, mais la forme politique par excellence, parce que c'est mon option politique, c'est une option de gauche non autoritaire, de gauche non marxiste, de socialisme libertaire, mais libertaire est un mot qui a été extrêmement galvaudé. C'est le conseil, le conseillisme. Le conseil, c'est le soviet à l'époque de l'Union soviétique, c'était l'assemblée des gens. Vous faites du conseillisme quand vous dites aux gens, c'est vous qui allez décider parce que c'est vous les plus compétents. C'est pas le parti, c'est pas le chef, c'est pas le type qui a des idées parce qu'il a lu Rousseau. Elle oppose Rousseau, Machiavel, évidemment du côté de la Révolution française, à Montesquieu, par exemple, ou à Socrate. Elle dit qu'il y a dans la vérité grecque quelque chose qu'il faudrait garder chez les contemporains d'aujourd'hui. Et c'est intéressant de voir dans ce livre comment on peut aujourd'hui dire faisons de telle sorte que l'égalité ne génère pas l'égalitarisme. C'est le cas aujourd'hui. Oui, que nous n'ayons pas confiance dans un parti jacobin qui, la plupart du temps, se sert du peuple et maltraite le peuple, in fine. Mais allons voir du côté de la fédération, c'est-à-dire permettons aux régions d'exister de manière autonome, dans un certain type d'autonomie, mais ça permettrait peut-être d'envisager la solution en Nouvelle-Calédonie, dans les Antilles, enfin ou même dans des pays à forte tradition identitaire, l'Alsace, la Bretagne, la Corse par exemple, ou la Guyane. Qu'est-ce qu'on fait quand on décide de l'avenir de la Guyane, quand on est dans Saint-Germain-des-Prés ou dans les quartiers chics de Paris. Et c'est une philosophie extrêmement intéressante qu'on oublie la plupart du temps. On en fait la penseur de l'antitotalitarisme, c'est vrai. Elle a été la première à dire que nazisme et national-socialisme et bolchevisme, c'était la même chose. Qu'Hitler et Staline, c'était pareil. Alors évidemment, tous les gens qui estiment que Staline, c'était formidable et sympathique, ne l'aiment pas. Voilà pourquoi il faut l'aimer et la lire. Bon, merci beaucoup. C'était passionnant. Hannah Arendt, essai sur la Révolution. C'était notre point philo. Merci beaucoup. Michel Onfray, ravi de cette heure passée en votre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine sur CNews et sur Europe 1.